Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo sur cet ordinateur qui est un vieil iBook G3. Alors vous connaissez peut-être déjà les iBook G3 et celui-là vous vous dites ouais il a un format un peu bizarre pour un iBook G3 étant donné qu'il avait une sorte de format un peu funky, un peu bizarre là, l'iBook G3 original qui s'appelait, enfin en tout cas en France on l'appelle la version palourde ou la version clamshell si vous préférez, qui est en gros un truc avec une forme très bizarre au niveau de l'écran en forme de coquillage en fait un petit peu étonnant hein, sincèrement comme format. C'était l'époque où Apple essayer de se distinguer en faisant je ne sais pas trop quoi. Alors je tiens à vous dire que dans cette vidéo, déjà, il va y avoir un truc, c'est que moi, j'ai beau avoir un énorme respect pour ces vieilles machines, les restaurer, etc., les stocker dans des conditions les plus adéquates possibles pour les préserver le plus longtemps possible, mais j'ai tendance à quand même avoir gardé mon esprit critique vis-à-vis de ces machines. Je suis pas du genre à enjoliver la réalité, et surtout à enjoliver le passé, parce que ça n'arrange absolument personne. Au contraire, je suis parti pour vous donner un aspect un peu critique de cette machine, étant donné qu'il y a pas mal de choses à dire sur les ordinateurs, enfin en tout cas les Mac de cette époque-là, et je vais pas me priver pour vous donner les détails historiques, disons, qui sont sur ces machines-là, quoi, sans langue de bois, quoi. Hein. Donc, alors, on va déjà parler des accessoires qui sont donnés avec. Alors, les accessoires qui sont donnés avec, ça, c'est les CD d'installation. Bon, c'est les accessoires, en gros, qui ont survécu aux offres du temps avant qu'on puisse me le donner. Alors, là-dedans, il y a quelques trucs assez spéciaux, notamment le fait que, vous voyez que le système d'exploitation est en 4 CD. 4 CD, donc il y a le CD d'installation numéro 1 de macOS, alors c'est macOS 10.2, macOS 10.2 installation numéro 2, puis ensuite il y a 2 CD qui contiennent les logiciels installés par défaut, ainsi que macOS 9.2.2, qui est une vieille version de macOS qui a été donc donnée par souci de compatibilité avec les vieux logiciels macOS, qui est lui aussi en 2 CD, et ensuite le dernier CD c'est un CD de test logiciel, de test matériel plutôt même, du système, qui permet en gros de vérifier si la RAM marche toujours bien, ce genre de truc, les pixels morts à l'écran, etc. Mais c'est le logiciel de diagnostic matériel le plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie, et sincèrement, je ne dis... ouais, non, sincèrement, ça doit être le plus mauvais. Parce que là, j'étais en train de me dire, ouais, mais il y a aussi les trucs qui sont parfois donnés avec les cartes mères, qui sont pas piqués des hannetons avec. Mais non, non, celui-là est quand même très, très, très mauvais. Il contient notamment un seul utilitaire, hein, seulement un, qui fait des tests de la carte mère, de la mémoire vive, du modem Wi-Fi qui se trouve dedans, tous les trucs, les uns après les autres, et impossible d'en choisir un en particulier. Déjà, par exemple, si on sait que ce que l'on veut vérifier, c'est seulement la RAM, et ben ce qu'on est obligé de faire, c'est un test complet qui va même vous afficher donc toutes les couleurs à l'écran pour faire le test, en gros, des pixels morts à l'écran. Donc des trucs auxquels on n'a absolument rien à faire, quoi, quand on teste sa RAM, quoi. Et on peut pas donc sélectionner un item en particulier, c'est vraiment nul à chier, hein, comme truc. Et en plus de ça, ça fait pas très bien son boulot, ça indique pas vraiment très très bien à quel endroit il y a un problème, ce genre de truc. C'est vraiment un diagnostic très rapide, et bien entendu très rapide et très mauvais. Le deuxième accessoire qui est donné avec, c'est bien entendu son chargeur. Et comme vous le voyez, il a vraiment un design très spécial, on ne peut plus spécial même, c'est bon, ça a perduré assez longtemps comme design de chargeur. Alors il y avait un espèce de truc qui se clipsait dessus pour avoir directement certains types de prises, pour que ce soit un petit peu plus design, pour que ça fasse un carré. Je ne pense pas que ce soit le câble d'origine, hein, bien entendu, parce que comme vous le voyez, ça tient d'une manière assez étonnante. Ensuite, il y a cette espèce de truc pour enrouler le fil, et qui, si je ne dis pas de bêtises, se replie, ouais, c'est bien ça, pour essayer d'avoir un design... Voilà, si ça veut bien réussir à le faire, carré un petit peu plus étonnant. Enfin, comme vous le voyez, c'est vraiment le chargeur le plus funky du monde, là, avec. Je me demande ce qu'ils ont fumé. Et en parlant de demander ce qu'ils ont fumé, vous allez voir la prise qu'il y a au bout du chargeur. Elle vaut son pesant de cacahuètes, elle, avec. Regardez-moi ça. Tac. Nous avons une prise qui ressemble littéralement à une prise jack à l'intérieur d'une prise RCA. Non mais c'est littéralement ça, hein. Si vous arrivez à le voir, comme vous pouvez le constater, une sorte de prise jack à l'intérieur d'une prise RCA, c'est littéralement ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très spécial, et ça a un sacré problème ce truc, si je retrouve la prise d'alimentation, voilà. Donc ça se rentre de manière un peu plus élégante, enfin on va dire au niveau de... Voilà, mais le problème c'est ça.
Regardez-moi ça. C'est d'une solidité absolument à toute épreuve. Le truc se sépare en deux, et pourquoi il se sépare en deux? Eh bien tout simplement, je vais vous le brancher, vous allez comprendre. Au lieu d'avoir mis une LED à l'intérieur de l'ordinateur qui éclaire la prise, ils ont mis une LED directement dans la prise. Et donc du coup, c'est ce petit néon qui demande cet assemblage très... Voilà, quoi, qui est juste emboîté, ce qui est absolument révoltant comme concept. Enfin bon, bref, voilà, ce qui rend la prise extrêmement fragile. Par rapport aux autres, en tout cas, qui sont dans un plastique modelé et moulé, quoi, d'un seul tenant, donc du coup, il n'y a aucun risque que les deux trucs se coupent en deux, comme ça, de cette manière-là. Bon, donc voilà, bon, chapeau Apple pour ça. Franchement, Apple, c'était un petit peu, à cette époque-là, et peut-être même encore aujourd'hui, un peu le Walt Disney des ordinateurs, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, ils nous trouvaient des idées complètement farfelues. La moitié d'entre elles étaient des idées excellentes, et l'autre moitié étaient les idées les plus stupides et les plus hideuses du monde. Notamment pour revenir à cet ancien design de l'e-book G3 en forme de coquillage, qui était juste immonde. C'était le genre de truc, quoi, qui était extrêmement peu pratique, c'est-à-dire notamment au niveau, vous savez, du format, etc. Ça n'était pas carré, quoi, rectangulaire, ce genre de choses, quoi, bien massif et bien, voilà, quoi, complètement standard et pratique à ranger dans une boîte. Non, enfin dans une pochette ou ce genre de choses. Non, c'était vraiment le genre de truc avec des rebords partout, tout autour de l'écran, qui prenait une place phénoménale par rapport à la place qui avait réellement des composants à l'intérieur. Il y avait même une poignée pour le tenir, pour comprendre pourquoi. C'était vraiment, vraiment très spécial, et heureusement, ils sont revenus avec cette version révisée. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus pratique à ranger, beaucoup plus petit, déjà, par rapport à la taille de l'écran. Alors, un truc que vous pouvez voir aussi qui est assez étonnant, pour revenir encore sur le fameux truc, comme je vous le disais, Walt Disney des ordinateurs, ici, vous n'avez pas de bouton pour pouvoir ouvrir le lecteur CD. C'est un raccourci clavier qui vous permet de l'ouvrir, assez original, disons. Ici, vous avez un loquet qui vous permet d'ouvrir et de fermer l'ordinateur portable. Et comme vous allez le voir, regardez bien ici, là, le petit loquet, il se rétracte dans l'écran et le ressort, comme vous pouvez le constater, ce qui est amusant, mais ce qui est un mécanisme assez fragile là avec. Bon, voilà, c'est comme je l'appelle très souvent, vous savez, ce genre de petits trucs qui font vraiment tape à l'œil, mais qui, au bout d'un moment, on se rend compte que c'était pas terrible. Le port VGA, ou plutôt DVI, qui a été, voilà, transformé en je sais pas quoi non standard, pour faire en sorte de faire chier le monde, je suppose. Ici, nous avons je sais pas quoi, un FireWire, oui, c'est bien ça. Ici, le port réseau, le port modem, 2 ports USB ici. Ici, nous avons la ventilation du processeur qui se trouve dans la charnière d'écran, ce qui est un concept, ma foi, osé. Qu'est-ce qu'il y a sur le devant? Non, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, j'ai fait le tour, il me semblait qu'il y avait plus d'USB que ça. Et ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le plastique employé est vraiment pas ce qui se fait de mieux. Alors je vais vous montrer ça notamment en enlevant la batterie, si j'y arrive. Bon, j'ai utilisé un bout de plastique quelconque, voilà, pour ouvrir ce loquet. Regardez-moi ça, alors voici la batterie. Alors la batterie, elle a tendance à avoir une fonctionnalité sympathique. On voit cette fonctionnalité aussi sur les vieux Dell, enfin certains ordinateurs de chez Dell et de chez IBM, il me semble. Quand on appuie sur un bouton, on a un indicateur de la charge. Un autre truc qui est assez marrant, c'est comme vous le voyez, cet emplacement qui est dans le coin au lieu de faire la longueur, bon pourquoi pas. Le léger inconvénient de cette méthode-là, c'est parce que, bah, comme vous le voyez, si vous enlevez la batterie, il vous manque un crampon. Donc, bon, c'est un petit peu bête si vous avez envie d'enlever la batterie, la mettre quelque part et jouer votre paranoïaque. Cette batterie a tendance d'ailleurs à encore avoir 2 heures d'autonomie, ce qui est assez incroyable pour une batterie qui date, parce que je vous l'ai pas dit, mais cet ordinateur date de 2003, donc peut-être que c'est la batterie d'origine, j'en sais rien, mais si c'est la batterie d'origine, elle a oui, ça doit être la batterie d'origine, elle a très bien vieilli, un gros coup de bol, parce que c'est le genre de truc qui vieillit de manière pas très équitable, mais voilà ce que je voulais vous dire à propos du plastique. Comme vous pouvez le constater, il y a comme une légère fragilité, comme vous pouvez le constater, au niveau des rebords en plastique, et là c'est l'endroit où ça se voit le plus, parce que bien entendu il y a du vide juste autour, mais tout le plastique de cet ordinateur fait assez cheap, hein, sincèrement, pour un truc qui coûtait aussi cher que ça, même si c'était pas non plus les PowerBooks, c'est-à-dire l'équivalent des MacBook Pro actuels. Malgré tout, bon,
voilà quoi, c'est assez cher. Et on voit pas très bien où est passé le prix au niveau de la qualité de fabrication. Alors un autre truc aussi qui est assez incroyable, c'est que vous allez le voir, on l'ouvre, on a droit au clavier, et chose assez, je trouve personnellement, assez, bon comment dire ça, peu professionnelle quoi. C'est le fait qu'on puisse enlever le clavier aussi facilement que ça, par n'importe quelle personne. Ici, vous avez deux petits loquets, ici, que vous avez juste à tirer dessus, comme ça. Vous voyez, c'est deux petits trucs, vous tirez dessus, et hop, vous pouvez déclipser le clavier. Et donc, vous avez juste à tirer dessus, comme ça. Ensuite, vous basculez le clavier, et hop, le clavier est enlevé. Ce qui est très très facile pour n'importe quel gamin qui passe par là, pour vous faire des saloperies au niveau de votre ordinateur, notamment casser le ruban qui permet de relier le clavier au reste de l'ordinateur, ou ce genre de choses. J'aurais préféré une vis à l'arrière de l'ordinateur qui permettrait de sécuriser le clavier, ou ce genre de choses, j'en sais rien. En tout cas, vous voyez quand même que c'est très facile au démontage pour ce truc-là, mais attention, vous allez voir qu'il y a une subtilité. La subtilité numéro 1, c'est que premièrement, pour enlever le clavier et le changer, c'est très facile. Ce qui tombe bien parce que c'est l'un des trucs qui peut tomber en panne ou être cassé par des liquides quelconques. Voilà. Ici, vous avez la partie carte Wi-Fi, donc qui fait le Wi-Fi B, c'est-à-dire la première norme Wi-Fi, mais qui le fait plutôt bien d'ailleurs pour le truc Attends, comment ils appellent ça déjà? Le Apple AirPort, parce qu'ils n'ont pas voulu l'appeler Wi-Fi, on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup, ça se branche à une antenne, c'est une sorte de port modifié PCMCIA, mais pas le vrai PCMCIA, hein, une version modifiée exprès pour pas qu'on puisse réutiliser cette carte sur un vrai ordinateur d'une autre marque. Donc une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez dévisser deux petites vis qui se trouvent là, et enlever une petite plaque, et en dessous, vous avez, comme vous avez marqué, vous voyez d'ailleurs, vous avez carrément le guide pour pouvoir faire ça en dessous du clavier. Donc vous enlevez ça, et vous pouvez ajouter une barrette de RAM dessus. À l'origine, il y a 128 MO de RAM qui sont soudés sur la carte mère. En ajoutant cette barrette, eh bien, vous pouvez ajouter jusqu'à 640 MO de RAM, c'est de la SD-RAM, et en SO-DIMM, un truc standard, c'est le seul standard que vous pourrez trouver dans cet ordinateur, d'ailleurs, en parlant de ça. Mais le truc c'est que l'autre partie est soudée sur l'ordinateur, donc si cette partie-là est en panne, l'ordinateur est mort. Un autre truc aussi, c'est que ça fait qu'on peut pas remplacer ces 128 MO par aussi 512 MO et avoir un Go de RAM. Non, 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 c'est 128 MO plus les 512, pas plus. Et alors donc un autre truc que je voulais dire, c'est que oui, ce port était, pour certains modèles, notamment celui-là, était déjà, il y avait déjà une barrette de 128 pour avoir un total de 256 MO de RAM. Alors, un truc par contre qui doit vous choquer un petit peu, c'est que vous voyez à quel point c'est facile de mettre de la RAM, enlever de la RAM, mettre plus de RAM, changer la RAM, changer le truc Wi-Fi, ce genre de choses, changer le clavier qui est assez facile aussi, parce qu'il suffit d'enlever cette petite plaque, comme je vous l'ai dit, avec deux vis, et la prise du clavier se trouve en dessous pour pouvoir enlever cette nappe. Par contre, si vous cherchez à changer un truc qui tombe en panne pratiquement tout le temps au bout on va dire à peu près 5 ans d'utilisation intensive d'un ordinateur portable, vous devrez le changer pratiquement, c'est pratiquement certain, c'est le disque dur. Je regarde si la nappe a été bien remise, parce que c'est bizarre, ça offre un peu plus de pression maintenant. Bon non, c'était bon. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, oui, le disque dur et le lecteur CD, mais surtout le disque dur. Le disque dur, c'est un truc qu'on aimerait bien pouvoir changer. Eh bien, manque de bol, vous ne pouvez pas le changer, étant donné qu'il faut démonter l'intégralité de l'ordinateur pour pouvoir accéder au disque dur. Un truc que je ne comprends pas très bien, étant donné que c'est si facile que ça de changer la RAM, chose qui tombe pratiquement jamais en panne, parce que, bon, bizarrement, c'était le cas dans cet ordinateur, la barrette de RAM était morte, mais bon, bref. Passons ce détail, mais en tout cas, voilà quoi, comme vous le voyez, il y a une barrette de RAM, on peut la changer facilement, changer le clavier, ok, ça peut arriver à certaines personnes de bousiller le clavier, mais le disque dur, obligé de démonter tout le bordel, ce qui est absolument immonde à faire. Littéralement, l'un des plus gros défis que vous pouvez réussir à vous amuser à relever dans votre vie. Donc bon, tant pis. Mais voyez, c'est assez étonnant, et ça a bien évolué d'ailleurs à partir des MacBook Pro, parce que, et puis les PowerBook étaient plutôt, bon, ça dépend des générations, mais étaient plus faciles à bidouiller que ce truc-là. Mais en tout cas, l'e-book était assez chiant à modifier, notamment quand il s'agit du disque dur, ce qui paraît étonnant. Alors pour le lecteur CD, c'est un lecteur DVD qui fait graveur CD, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Mais la plupart de ces
ordinateurs de cette génération-là étaient seulement donnés avec un lecteur CD standard, et le disque dur, il y a des versions qui ont un 10 Go, 20 Go, 30 Go, 40 Go, celui-là c'est le 30 Go, c'est l'une des dernières versions donc de l'iBook G3, et même l'une des dernières versions de l'iBook G3 qui ressemble à ça, donc c'est vraiment l'un des derniers iBook G3 qui était en train de chevaucher en gros la génération G4. Alors un truc que vous remarquerez pas forcément au premier coup d'œil, c'est le clavier qui ne contient pas certaines touches. Mais vraiment des touches importantes. Hein. Je me rappelle plus exactement de quelle touche en particulier. Ou supra. Alors ça, c'est vraiment la touche qui m'embête le plus. Parce que, ok, certes, on peut supprimer des caractères... non, ça c'est tab, qu'est-ce que je raconte supprimer des caractères avec cette touche-là pour pouvoir enlever les caractères qui sont de ce côté du curseur. Mais si vous voulez, par exemple, vous cliquez, vu que c'est un touchpad, d'ailleurs, c'est un petit peu difficile des fois d'être précis, et au lieu de cliquer du bon côté de la lettre que vous avez envie de supprimer, vous cliquez de l'autre côté de la lettre que vous avez envie de supprimer. Et donc, la technique qui est assez simple avec un ordinateur classique, c'est d'appuyer sur Supr, et au lieu de supprimer le caractère qui se trouve de ce côté du curseur, vous supprimez le caractère qui se trouve de ce côté du curseur. En gros, au lieu de faire tac 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 tac, vous faites tac 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 tac, et ça supprime les autres caractères. Enfin bref, si vous savez vous servir un petit peu d'un ordinateur, vous connaissez ce truc-là par cœur, c'est vachement pratique. La touche F12 est en fait une touche pour éjecter le lecteur CD, ce qui est assez, là encore une fois, perturbant au premier abord. Et là, vous avez le touchpad. Alors, le touchpad, c'était cette génération de Mac qui était... Mais je sais pas ce que Steve Jobs avait dans la tête. Le jour où il a inventé ça, c'était la souris à un seul bouton. Il y a toujours eu deux boutons, ça, enfin bon, sauf les toutes premières souris, il y a toujours eu pratiquement depuis toujours deux boutons, et c'était vachement pratique parce que premier clic, vous faites apparaître, enfin vous cliquez dessus, deuxième clic, vous ouvrez un menu, ce qui vous permet tout simplement de sélectionner quelque chose dans un menu, genre supprimer, mettre à la corbeille, ce genre de choses. Problème, ici vous n'avez qu'un seul bouton, un bouton immense d'ailleurs. Qu'est-ce que vous devez faire pour faire un clic droit ? Vous devez maintenir CTRL et faire un clic. Ce qui veut dire que vous êtes comme ça, en train de sélectionner votre truc, avec votre autre main, vous cliquez sur CTRL, avec votre pouce, vous cliquez. C'est immonde. Et le pire, c'est que là vous vous dites, oh c'est un ordinateur portable, c'est normal, ils ont voulu essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus ergonomique et tout. Il y a des souris fil, vous savez, des souris qui étaient données avec les iMac G3, des souris fil, donc branchées en USB, qui, avec un seul bouton, c'était immonde comme concept. C'était sûrement l'idée la plus mauvaise du monde, et même Steve Jobs lui-même, quand ils ont décidé d'arrêter cette fumisterie de, entre guillemets, innovation, eh bien, lui-même a dit dans une conférence, donc un peu plus tard, il a dit que c'était sûrement l'une des pires inventions du monde. Donc, comme quoi, des fois, ils sont capables de se rendre compte de leurs propres erreurs. Ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, mais quand même, le fait de nous avoir fait subir ça pendant si longtemps, c'était vraiment, vraiment moche. D'ailleurs, le truc le plus drôle, c'est que j'adore de la façon que c'était marketé par certaines personnes, vous savez, du genre « Ah ouais, mais c'est une souris, vous savez, elle marche aussi bien avec les gauchers qu'avec les droitiers. » Personnellement, je suis gaucher, et j'ai jamais eu de problème à utiliser ma souris, que ce soit d'une main ou d'une autre. Donc, sincèrement, ou alors tout simplement avoir à utiliser tel bouton pour le clic gauche, et tel doigt pour le clic gauche, et tel doigt pour le clic droit, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, ça ne m'a jamais posé aucun problème. C'est vraiment prendre les gauchers pour des cons que de penser qu'ils peuvent pas utiliser leur index et... Enfin bon, bref. Bref, passons. Donc, allumons cet ordinateur. Donc, la chose... J'avais oublié ce détail, mais c'est vrai que les Mac, à l'époque, c'était les ordinateurs qui se la pétaient, vous savez, avec un petit bruit genre « tada » quand ça s'allume. Je trouve ça toujours très prétentieux. Malgré toutes les années, je suis toujours pas encore passé outre ça. Alors après un écran noir qui dure un certain temps, vous vous retrouvez ensuite, comme vous pouvez le constater, sur tout simplement un écran avec une pomme. J'ai essayé de vous l'incliner à peu près convenablement par rapport à la caméra. Voilà. Alors la ventilation qui est donc par cette rainure, quoi, est tout à fait stupide parce que ça ventile l'écran. Donc bon, c'est absolument excellent. J'ai toujours adoré ça, et c'est pas parce que c'est Apple qui l'a fait que je n'aime pas ça, hein, parce que Asus a fait exactement la même chose sur leurs derniers IPC, c'est toujours aussi stupide, ça fait chauffer tout le rebord ici, je trouve ça complètement stupide, je comprends pas vraiment l'idée. Donc, ça démarre et c'est assez long. Et quand il y en a plus, il y en a encore d'ailleurs.
Alors nous y voilà, voici macOS 10.2 donc. macOS 10.2, si vous connaissez pas, c'était tout simplement la première version de macOS à être utilisable, macOS X utilisable. Et donc bon, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit la première version utilisable? Ça veut pas dire que c'est la meilleure version, ça veut pas dire non plus que c'est à ce moment-là que c'est devenu vraiment un bon système d'exploitation. Non, pas du tout. C'est à ce moment-là que macOS X était en train de devenir meilleur que macOS 9. Alors, le truc à savoir quand même avec ça, c'est que ça veut pas dire que c'était un bon système d'exploitation non plus, hein, parce que, oh bon Dieu ce que ça a, mais surtout sur des machines de genre avec seulement 128 MO de RAM, pour la majorité des versions. Alors c'est ce qui était donné avec l'ordinateur. La dernière version que vous pouvez installer dessus, c'est donc 10.4, et 10.4 c'est une version qui est dépassée elle aussi depuis 2007. Alors ça c'est un truc aussi qui s'est amélioré avec le temps sur les Mac, et qui m'amuse à chaque fois que quelqu'un dit ça, c'est quand on dit que sur les Mac, ouais mais les Mac etc, ça a une meilleure longévité que les PC, ce genre de choses, c'est plus solide etc. Bon ok, c'est peut-être plus solide qu'un PC HP ou ce genre de truc, mais il y a quand même de gros problèmes avec les Mac en matière de longévité, notamment le fait que le système d'exploitation ressemble plus à, comment on appelle ça, obsolescence programmée OS plus que macOS, mais pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que c'est incroyable. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est de la fumisterie. Nous avons commencé par macOS 10, donc macOS 10, c'est-à-dire macOS X, macOS 10.0, qui est donc une version qui était inutilisable, qui contenait presque rien, quoi. On est passé ensuite à 10.1, 10.1 qui était à peine rattrapé les fonctions qu'il y avait dans macOS 9, puis ensuite 10.2, qui est cette version-là, la première version utilisable. Donc, ensuite, il y a eu 10.3, puis 10.4, et la dernière version qui est installable là-dessus, c'est 10.4, donc passer de 10.2, qui est la version de base donnée avec, à 10.4, ça représente seulement 2 ans, parce que 10.4 est sorti en 2005. Donc, le problème, c'est que, en fin de compte, au bout de 2 ans, vous pouvez déjà plus installer les nouvelles versions, genre 10.5 et 10.6, etc., sont totalement hors de portée pour cet ordinateur-là. Ce qui fait que, déjà en 2007, quand 10.4 a été arrêté d'être mis à jour par Apple, cet ordinateur était obsolète. Un ordinateur de 2003, obsolète même pas 5 ans après sa sortie, après son achat même. Voilà, donc c'était assez violent, quoi, dans un sens. Mais c'est pas encore cet ordinateur le plus à plaindre. Le plus à plaindre, c'est les acheteurs des G4, et encore pire, des G5, juste avant qu'ils passent au processeur Intel. Et il y a aussi ceux qui ont acheté les tout premiers Mac mini Intel, vous savez, qui n'étaient pas compatibles 64 bits, ceux qui avaient des corps duo au lieu d'avoir des corps 2 duo, et donc du coup, ceux-là, ils n'ont pas pu aussi passer au-delà de macOS 10.6, ce qui est encore à peu près utilisable, donc là, ça va encore. Mais le problème, c'est ceux qui ont acheté des G4 ou des G5, qui se retrouvaient avec un truc qui était fourni des fois avec macOS 10.4, dont la seule mise à jour qu'ils pouvaient faire c'était 10.5, et ensuite sont bloqués à ce palier-là, quoi, 10.5, qui donc du coup au bout de 2 ans l'ordinateur était déjà complètement dépassé, parce que un truc qu'il faut savoir, c'est que macOS 10, comme vous pouvez le constater, l'interface n'a pas beaucoup changé avec le temps. D'ailleurs, l'interface ressemble plus à macOS 10.10 qui va bientôt sortir qu'à macOS 10.9 que vous avez sûrement sur votre Mac actuel, si vous en avez un assez récent pour pouvoir l'utiliser. Comme vous le voyez, le dock en bas est plat, vous voyez, il est à plat, quoi. Il n'est pas avec cette espèce d'effet de profondeur. Et dans macOS 10.10, ils enlèvent à nouveau cet effet de profondeur pour ressembler à nouveau à macOS 10.2 que vous avez sous vos yeux. Donc ça, c'est assez amusant à voir, c'est qu'ils sont revenus en arrière à propos de ce choix de design. Donc comme vous pouvez le constater, au niveau apparence, ça ressemble énormément au macOS que vous connaissez déjà et que vous connaissez encore, quoi. Vraiment, vous avez... je vais essayer de vous ouvrir quelques petits programmes qui n'ont pas beaucoup changé, même si quand même ils ont un petit peu changé d'apparence, ça, vous allez le constater un petit peu plus tard, mais bon... On va en ouvrir quelques-uns, vous ferez votre comparaison vous-même de votre côté, mais sinon, voilà, quelques petits trucs d'ouvert. Essayons de... Oh bah ça commence bien, QuickTime a décidé de planter. Bon, ok. Je sais pas trop ce qui fait ça, mais... Peut-être cette pub qui devait récupérer sur internet. Bon bref, on s'en fout. Le truc, comme vous pouvez le constater, c'est que ça n'a pas beaucoup changé en apparence. Par contre, la plomberie interne a
complètement changé entre macOS 10.0 quoi, jusqu'à macOS 10.10 actuellement. Surtout, le gros palier qu'il y a eu, c'est macOS 10.4. Et le deuxième palier qu'il y a eu, c'est macOS 10.6. Et donc, ce qui veut dire qu'en gros, si on a un macOS pré-10.4 et un macOS 10.4, 10.5 et un macOS 10.6 et suivant, c'est comme si on avait trois systèmes d'exploitation complètement différents. D'un côté, on a la première génération de macOS X, la deuxième génération et la troisième génération. Et ce qui donne des casse-têtes monstrueux aux développeurs s'ils veulent bien entendu supporter avec un même programme, c'est-à-dire avec la dernière version de Firefox par exemple, à la fois 10.2 et suivant par exemple. Ça voudrait dire qu'ils sont obligés de faire en sorte d'avoir un programme qui est extrêmement peu optimisé. Ce qui veut dire que Firefox par exemple n'est compatible qu'avec 10.6 et suivant dans ces dernières versions. Ce qui veut dire que si on a un G5 ou un G4, comme je vous l'ai dit juste avant, impossible d'installer la dernière version de Firefox. D'ailleurs, impossible d'installer une version plus récente que Firefox 3.0, ce qui commence à dater tellement que je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec Firefox 3.0 donc de nos jours. Chrome c'est pareil, des versions extrêmement dépassées. Donc, ce qui pose d'énormes problèmes pour aller sur internet. Et encore, hein, c'est pas enfin voilà, c'est vraiment affreux quoi, si vous avez envie de pouvoir utiliser dans de bonnes conditions un vieux Mac, parce que le problème c'est que vous pouvez pas du tout mettre à jour le système d'exploitation. Pire encore, si vous voulez passer de 10.2 à 10.4, vous êtes obligé de le payer, le système. En gros, payer pour passer d'un système complètement obsolète à un deuxième système moins obsolète, mais complètement obsolète quand même, vu que Firefox ne peut pas fonctionner dessus dans sa dernière version non plus, donc ça change pas grand chose là-dessus. Donc, là où je voulais en venir à ce propos, c'est que c'est pas comme Windows XP. Continuer à utiliser Windows XP de nos jours, c'est quasiment sans problème pratiquement. Enfin, il y a quasiment rien qui vous empêche de pouvoir continuer à l'utiliser, à part le fait que Microsoft a décidé d'arrêter de faire des mises à jour de sécurité, ce qui n'est pas une bonne chose. Là, non seulement les mises à jour de sécurité pour 10.4, la dernière version qui peut être mise là-dessus, sont arrêtées depuis 2007, mais en plus de ça, il n'y a aucun programme qui fonctionne dessus, parce que la différence interne de programmation entre 10.4 et les versions actuelles de macOS est tellement grande que c'est juste impossible. De plus, on est passé d'un processeur de type PowerPC à un processeur de type Intel, ce qui là aussi est fondamentalement différent en matière de design au niveau du fonctionnement interne du processeur. Donc du coup, ça veut dire qu'au niveau des programmes, là aussi c'est un casse-tête assez incroyable de faire un seul programme qui fonctionne sur les deux systèmes. Enfin bref, mais quand même je trouve qu'il y a eu un énorme manque d'effort que je trouve qu'Apple a fait un énorme manque d'effort pour continuer à satisfaire en gros les clients qui avaient un Mac, ne serait-ce que les G4 et les G5, parce que c'est pas forcément la peine pour les G3, ils commençaient à se faire vieux, mais les G4 et les G5, surtout ceux qui ont acheté les derniers G5, mon Dieu, ce qui devait être déçu quand les Mac sous processeur Intel sont sortis, parce que sincèrement, ça signifiait l'arrêt de mort pour leur ordinateur au bout de même pas 2 ans. Donc, et l'inutilisabilité à court terme de leur machine, quoi, en tant que obligé d'en racheter une nouvelle, quoi, tout simplement. Donc, maintenant, on va passer à autre chose et sortir de ces détails. Enfin, c'est pas forcément des détails, mais sortir de ce contexte, en gros, historique, qui est, en gros, le fait que Apple a complètement changé d'architecture au fil du temps, que ce soit au niveau du système d'exploitation, au niveau du hardware, et ce qui a posé d'énormes problèmes, parce que, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un truc, vous dites sûrement, oh, il exagère, ou ce genre de truc, ou c'est un anti-Apple, etc. Bon, encore une fois, comment j'aurais un truc comme ça sous les mains, si vraiment j'avais pas envie de vous le présenter de manière à peu près objective, mais le truc surtout c'est que vraiment, sincèrement, je veux vous replacer le contexte, qui est ce contexte de constante évolution, mais pas forcément dans la progression, mais plutôt de constante cassage de tout ce qu'il y avait dans macOS à cette époque-là. On passait de macOS 9 à macOS X, une autre génération de macOS X, une autre génération de macOS X, a changé complètement de type de processeur, a passé du 32 bits très rapidement au 64 bits, ce qui là aussi a posé d'énormes problèmes de compatibilité. En gros, c'était un capharnaüm, c'était un enfer pour ceux qui voulaient s'acheter un Mac qui durait longtemps. Sincèrement, comme je le disais, ce truc-là, 5 ans, c'était sa durée de vie maximum. Mon ordinateur portable, le plus récent que j'ai
chez moi et que j'utilise plus ou moins au quotidien date de 2006. Ouais, date de 2006, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites le calcul, il a plus de 8 ans à l'heure où je fais cette vidéo, et cet ordinateur est toujours capable de faire fonctionner Windows 8.1 sans aucun problème, hein, sans aucun problème. Et ce qui veut dire donc la dernière version de Windows en date. Et aussi, un autre truc assez incroyable, c'est que je peux laisser la version de Windows qui était fournie avec et utiliser les programmes sans aucun problème. C'est comme si ça n'avait pas changé. Acheter un Mac de l'époque, c'est-à-dire de 2006, comme cet ordinateur dont je vous parle juste à côté, qui est un ThinkPad X61T, hein, si vous voulez la référence, eh bien, utiliser un Mac, donc un G4, acheté à cette époque-là, revenait à acheter un ordinateur qui était devenu obsolète au bout de 3 ans. Donc vous vous rendez compte un petit peu du gros problème que ça faisait. Donc le Mac G4 portable, donc 3 ans, le ThinkPad dont je vous parle juste à côté, lui, je peux toujours l'utiliser au quotidien sans aucun problème et sans avoir l'impression d'utiliser un truc qui rame ou quoi que ce soit. Hein. Je l'utilise sur Ubuntu 14.04, hein, en l'occurrence, actuellement, et ça fonctionne, mais fluide du tonnerre, avec la dernière version de Firefox, tout ce que vous voulez, avec Flash Player d'installer, tout. Ce truc-là a tendance à être un petit peu limité, et même un Mac G4 aurait tendance à être extrêmement limité de nos jours, avec une version de macOS bien entendu complètement dépassée. Donc passons maintenant à la présentation de ce truc. Alors comme vous pouvez le constater, ça c'est tout simplement la barre au-dessus avec le menu. Si vous n'êtes pas, comment dire, si vous connaissez pas très bien macOS, les menus en gros ne sont pas dans l'application, ils sont sur le haut de l'écran. Ce qui est une idée un petit peu spéciale, hein. Pour information, j'utilise Ubuntu 14.04, malgré qu'ils adoptent exactement le même principe de menu en haut de l'écran, je suis toujours pas convaincu de l'intérêt de ce truc-là. Au contraire, je trouve ça assez bizarre. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas parce que j'utilise au quotidien ce menu en haut de l'écran que ça veut forcément dire que j'approuve totalement le concept, parce que au contraire, c'est un concept assez bizarre. Un autre truc assez spécial, c'est il y a un bureau, et ce bureau devient un bordel monstre très rapidement. Comme vous pouvez le constater, c'est le merdier. Et en plus de ça, certains trucs passent en dessous du dock, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, il y a des trucs comme ce fichier-là. On ne sait pas pourquoi, il s'est glissé en dessous du dock, et automatiquement, hein, c'est-à-dire en téléchargeant ce truc-là sur Internet, pof, il s'est mis en dessous du dock. Allez comprendre, je comprends pas très bien moi personnellement, et je ne rentrerai pas dans les détails programmatifs qui se... En gros, c'est un mot qui commence par un M et qui finit par un E, mais j'ai pas vraiment envie de le dire pour pas affoler tous les fanboys. Mais en gros, sincèrement, je trouve vraiment qu'il y a un truc qui aurait pu être mieux fait au niveau de la programmation de ce bureau. Donc, au niveau du dock aussi, je trouve qu'il y a un sacré problème, notamment le fait que la taille par défaut est gigantesque, le fait que l'automasquage ne soit pas un truc foutu par défaut non plus. Je trouve ça assez incroyable en matière de gaspillage d'espace. Et vous allez voir aussi qu'en matière de trucs géniaux, eh bien, il y a pas mal de trucs. Alors, il y a un truc auquel je passe depuis quelques temps et que je me dis qu'il va falloir que je l'adresse, c'est ça. Et oui, si vous ne l'avez pas remarqué, il y a Internet Explorer dans macOS 10.2. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que c'est le navigateur Internet par défaut, c'est celui-là qui est fourni avec. C'est Internet Explorer 5.5 pour être plus précis, et c'est... non, 5.2, qu'est-ce que je raconte, et c'est vraiment une horreur, et c'est le seul navigateur Internet qu'il y a par défaut avec ce truc-là. Donc regardez-moi ça, voici le navigateur Internet en question. Donc bon, bien entendu, il fait le rendu de toutes les pages de manière irréprochable, hein, de nos jours, hein, non, je plaisante. À l'époque aussi, c'était pas terrible. Bizarrement, il est pas du tout compatible avec Internet Explorer 5 ou 6 en version Windows. Bizarrement, il était meilleur que la version Windows d'Internet Explorer 5, dans le sens où il était compatible un peu mieux avec les standards. Ce qui fait que ça sauve un peu les meubles de nos jours. Je sais pas pourquoi Microsoft a décidé de faire une meilleure version d'Internet Explorer pour macOS 10 que de fournir, enfin que celles qui fournissaient avec leur propre système. Donc bon, comme vous pouvez le constater, ça n'affiche plus rien, c'est très 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 lent aussi. Un autre truc qui est assez incroyable, c'est ça. Et un dernier truc, l'interface est affreuse, je trouve. Vraiment vraiment hideuse. Et elle a un problème aussi, comme vous le voyez, ça vient de passer en dessous du dock. Dès qu'on fait un agrandissement de la page, la fenêtre passe automatiquement, en grande partie en dessous du dock. Sincèrement, qu'est-ce qu'il y a au niveau du développement de macOS 10 qui va pas, qui fait qu'ils n'ont pas
fait en sorte que l'algorithme de maximisation des pages empêche disent que le bas de l'écran, c'est le haut du dock quand il n'est pas en mode automasquage. C'est quand même un truc, ça devait être un casse-tête pour les développeurs de faire en sorte que ça s'arrête tout le temps au bon endroit, parce qu'il fallait qu'ils checkent pour le bas du dock. Enfin, c'était sûrement un enfer. Hein. Pour un programme qui est fourni par défaut avec le système d'exploitation n'était pas capable de faire ça, pour information. Donc vous voyez un petit peu le problème, sincèrement. Il y a un problème avec ça. Un truc qui est amusant, c'est ce bouton qui permet de masquer une partie de la fenêtre pour gagner la place en gros qu'on perd avec le dock, j'ai l'impression d'ailleurs, qui est d'ailleurs un bouton que j'utilise jamais, que j'ai jamais vu personne utiliser pour une raison très simple, c'est que ça change complètement l'interface, donc du coup il faut à chaque fois s'adapter à l'une ou l'autre, et aussi pour une autre raison encore plus simple. Bah, ça va se fermer ce truc là ou ça va faire planter l'ordinateur étant donné que c'est Internet Explorer, l'un ou l'autre. Ah voilà, ne serait pas du tout étonnant. Donc comme vous le voyez, ça permet de gagner rien du tout en place, mais alors vraiment presque rien quoi. Et d'enlever des trucs qui sont souvent très utiles, comme par exemple tout afficher. Si vous enlevez tout afficher ici, vous pouvez pas revenir en arrière dans ce programme pour pouvoir revenir à la... Bon, voilà, quoi, donc c'est assez spécial. Je comprends pas très bien à quoi sert ce bouton, enfin, quelle est la pertinence de ce bouton, parce que, sincèrement, un bouton pour masquer le dock et l'afficher aurait été beaucoup plus pertinent, d'ailleurs, un truc qu'il y avait dans KDE 3, je me rappelle, complètement différent. Donc, voilà. Alors, une petite animation, hop, voilà, c'est très amusant, maintenant ça revient, maintenant on le ferme. Donc, un truc que vous pouvez remarquer aussi, c'est que quand un programme est fermé, le programme n'est pas fermé. Comme vous pouvez le constater, la barre du menu affiche encore le menu du programme en question, et donc il faut le quitter manuellement pour qu'il libère enfin la RAM. Chose assez amusante, pareil pour Internet Explorer, qui est toujours ouvert. Alors si vous avez pensé à faire la mise à jour vers macOS 10.2.8, ou même à partir de 10.2.4 il me semble, eh bien macOS 10.2 vient avec, où est-ce que c'est application, voilà, vient avec un petit quelque chose dont vous êtes sûrement très familier, c'est Safari, le navigateur internet par défaut, à présent, en tout cas dorénavant, de macOS. Alors, c'est la version 1.0 et il n'y a pas une mise à jour vers une version suivante, quoi. Hein. C'est vraiment la toute première version, la seule et unique version de Safari que vous aurez pour ce système d'exploitation. Comme vous pouvez le constater au niveau de l'interface, c'est très proche de ce que l'on a aujourd'hui encore. Malgré tout, vous voyez qu'au niveau du rendu des pages, bon bah c'est équivalent à ce que peut faire Internet Explorer sur le même truc. Donc c'est pas très intéressant d'avoir Safari, étant donné que, comme je vous l'ai dit, malgré toutes les mises à jour que vous pouvez essayer, vous serez toujours limité à la version 1.0. Rien du tout. Vraiment la toute première version. En fait, c'était plus ou moins une bêta publique au final qui était fournie avec une mise à jour. Et la vraie version a attendu, je crois que c'était 10.3 ou 10.4. Alors, je vous avais parlé donc du fameux mono-bouton sur le touchpad, chose assez amusante aussi en matière de cohérence de l'interface. Si vous cliquez longtemps sur un fichier ou un menu, ou peu importe quoi dans un programme, ça ne fera rien. Comme vous pouvez le constater, ça n'ouvre pas de menu contextuel. On est obligé de maintenir CTRL en même temps de cliquer pour faire afficher le truc, chose absolument inergonomique au possible. Par contre, dans le dock, si vous faites un clic long, eh bien vous faites apparaître un menu qui est le même menu que celui-là que vous faites apparaître si vous faites un clic droit. Allez vraiment comprendre d'où vient l'idée qui fait que dans ce cas-là ça fonctionne, mais pas pour les dossiers ou ce genre de choses. Sincèrement, le processus de conception m'échappe un petit peu, et encore une fois, hein, quand je vous dis ça, je vous montre tout simplement à quel point macOS X avait du mal à convaincre à l'époque. Hein. Je dis pas que les problèmes sont restés de nos jours, parce que de manière totalement évidente, le mono-bouton a été abandonné depuis un bon moment, hein, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ne me faites pas dire que ce serait toujours aussi foireux dans les versions actuelles. Donc automasquage, c'est là, pouf. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus pratique. Seul truc, c'est que parfois il peut y avoir un lag au moment où le truc est censé apparaître. Donc du coup, quand la mémoire vive est plus ou moins remplie dans l'ordinateur, des fois vous faites ça, et il n'y a rien qui apparaît, et vous l'attendez un petit moment comme ça que vous puissiez faire apparaître ce truc. Donc c'est assez embêtant.
Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'était donc Internet Explorer, ce que je vous ai montré juste avant, un truc absolument immonde, le Finder, qui est assez amusant, avec les applications qui se trouvent là-dedans. Alors un truc que j'ai toujours trouvé amusant pour l'installation des applications sous macOS, c'est que vous avez un fichier .dmg habituellement, donc vous double-cliquez dessus, ça ouvre parfois un petit machin, vous savez, où vous devez faire suivant, ou ce genre de choses façon Windows, ou ça vous fait un truc automatique de montage, voilà, tac, hop, ça vous ouvre ce truc, et ensuite vous avez tout simplement un dossier qui apparaît avec une sorte de lecteur, ah mince, il apparaît en dessous de tout ce merdier, donc on va pousser ça. Voilà, vous avez une sorte de lecteur CD virtuel qui apparaît là, un peu comme un lecteur CD, quoi, tout simplement. Vous pouvez ensuite l'éjecter et vous avez un programme ici sous forme de dossier. Quand vous double-cliquez dessus, ça ouvre le programme. Donc c'est au lieu d'ouvrir le dossier, bizarrement. Donc et ensuite ce dossier, vous pouvez le copier, le déplacer, en faire ce que vous voulez, le mettre à l'endroit que vous voulez. J'ai toujours trouvé cette méthode d'installation très très bizarre, sincèrement. J'ai jamais compris vraiment en quoi c'était une méthode d'installation intuitive, parce que ça vous monte le truc, ensuite il faut le déplacer dans le bon dossier, vous n'êtes pas obligé de déplacer dans un dossier en particulier, hein, vous pouvez le déplacer où vous voulez, mais bon, vous pouvez vite mettre l'ordinateur en bordel, si vous le mettez dans le mauvais dossier, je veux dire, et donc vous le mettez dans le dossier application, etc. La mise à jour des programmes aussi est assez amusante dans le principe. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre. Et moi personnellement, ça m'a toujours donné une drôle d'impression. Sincèrement, j'ai jamais su quoi penser de ça. Si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée ou ce genre de truc. Sincèrement, j'ai jamais su trop quoi penser. Alors un truc amusant, c'est que vous voyez, toutes les applications qui sont ici sont les applications par défaut. Hein. Ce sont les applications qui sont mises par défaut dans le dock, notamment les paramètres système, ce que je trouve amusant là avec, étant donné que les paramètres système sont aussi accessibles à partir d'ici, et sont aussi accessibles à partir bien entendu de Finder, ce qui gâche un slow pour pas grand chose, et le terminal par contre, et Firefox et SeaMonkey font pas partie des trucs qui sont mis par défaut dessus, hein, bien entendu. Mais le terminal, si je l'ai ajouté, c'est pour une raison très simple. Pour avoir un bon moniteur de ressources système, eh bien tout simplement, il n'y en a pas du tout. Et donc on est obligé d'utiliser la commande top, comme on ferait sous Linux il y a des milliers d'années par exemple. Ce qui... ok, bon, je vais m'abstenir de commentaires, mais en tout cas pour ceux qui disent que, voilà, macOS c'est mieux parce qu'il n'y a pas besoin du terminal, bon... C'est mieux que Linux parce qu'il y aurait soi-disant pas besoin du terminal, sincèrement, je trouve ça assez osé, même aujourd'hui hein, d'ailleurs, parce que sincèrement, voilà, hein, bon, je connais pas mal de moments où il y en a clairement besoin. Donc c'est bien que ce soit fourni par défaut, et c'est bien que ce soit un vrai terminal, et non pas les commandes MS-DOS comme sous Windows, qui est une calamité d'ailleurs en matière de terminal. Donc ensuite pour Firefox, la dernière version disponible pour cette version de macOS, c'est Firefox 2.0, donc vous allez voir à quel point le rendu des pages est magnifique. Vous pouvez constater de la réactivité légendaire de macOS, d'ailleurs, à l'époque c'était loin d'être le cas, hein. C'était même assez lent, notamment par rapport à Windows XP. C'était très lent aussi par rapport à Linux. Linux ayant besoin de plus de RAM que macOS et que Windows XP d'ailleurs à l'époque, hein, comparativement. Maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque c'est vrai que Linux était assez gourmand, il avait besoin du double de RAM que macOS ou Windows XP pour fonctionner dans les mêmes conditions. Malgré tout, au niveau de la réactivité, avec une quantité de RAM identique, si on mettait, je parlais de la quantité de RAM minimum, mais si on met une quantité de RAM qui est, on va dire, trop importante pour les deux, genre 512 MO pour Linux comme 512 MO pour macOS, Linux se débrouillait vraiment beaucoup mieux à l'époque en matière de réactivité, en matière de temps d'ouverture des programmes, ce genre de choses. Donc maintenant on va faire un truc, on va ouvrir le site d'Apple, quoi, et comme vous allez le voir, même avec le navigateur, même si c'est un peu mieux qu'avec, enfin même un peu mieux, beaucoup mieux qu'avec Internet Explorer, hein, voilà, donc vous savez à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs un truc qui m'a fait bien marrer, c'est ici, il y a des fautes d'orthographe, enfin des fautes de relecture, on va dire, sur le site d'Apple actuellement. Découvrez comment utiliser la mise à jour de logiciels sur votre Mac ou PC.
Ou PC d'ailleurs. Ça m'a choqué, mais c'est vrai que maintenant il y a des trucs genre iTunes pour PC. Bon, ça va enlever le surlignage ou ça va... Ah, ça va planter peut-être même. Donc voilà, découvrez vos membres. Mais enfin, comme vous avez vu, Firefox 2.0, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah ouais, ça a complètement planté. Non, planter n'est pas le mot. En fait, c'est en train de ramer sévère. Voilà, là, c'est bon, c'est arrivé. Ouh, c'est magnifique, hein. Et c'est pas une question d'usure, hein. Il y a plus de RAM qu'il y en avait à l'origine. Là, il y a 384 MO de RAM. Et il y a aussi bon, le disque dur d'origine, par contre, mais il est en parfait état. Donc bon, ok. Et c'est le système d'exploitation d'origine, hein. Sincèrement, c'est pas parce que il est trop ambitieux pour le hardware qu'il y a là-dedans, hein, du tout. Donc voilà. Mais ça, c'était le comportement normal, hein, de macOS à l'époque, hein. C'était assez incroyable à voir. Donc maintenant, un truc que l'on va voir, c'est la compatibilité macOS 9. Alors un truc amusant, c'est que macOS 9, comme je vous l'ai dit, avec le CD d'installation, était fourni un CD d'installation de macOS 9. À quoi ça servait? Vous allez voir. Voici Lemmings en version macOS 9. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu qui, en gros, n'est pas compatible avec macOS X, tout simplement. Et donc, il y a un truc qui s'appelle Classic dans ce truc-là. Donc, on va pouvoir voir ici, vous avez les préférences de Classic qui se trouvent à cet endroit-là. Pouf. Et le mode Classic permet donc de pouvoir démarrer... donc une instance de macOS 9 dans macOS X. Alors, vous avez ici quelques petites options pour paramétrer le fonctionnement de ce truc. Et donc ça s'ouvre automatiquement, il n'y a pas besoin de l'ouvrir manuellement, ça s'ouvre automatiquement quand vous ouvrez une application macOS classique. Mais ça a tendance à prendre beaucoup de RAM, surtout considérer les 128 MO de RAM qu'il y avait à l'origine sur cette machine. 256 pour ce modèle en particulier, mais la plupart étaient fournis qu'avec 128. Donc... ça met du temps. Ça démarre littéralement macOS 9.2. Hein. Et hop. Après, voilà, masquer la fenêtre de macOS 9.2, en fait, ça permet de... Voilà, et là, ah oui, c'est vrai, oui. Alors, c'est magique, hein, parce que ça fait pas tout automatiquement aussi. Alors, donc là, ça me dit que c'est compatible qu'avec le mode 256 couleurs. Super chiant, c'est pour ça que j'ai mis ce raccourci en haut dans la barre, c'est pour mettre en 256 couleurs sans avoir à ouvrir les préférences et tout le bordel. Donc hop, mode 256 couleurs, vous allez voir comme c'est moche, voilà, on dirait qu'il y a de la moquette sur l'écran, ou que c'est vu à travers un filtre grillage. Voilà, maintenant on recommence, on rouvre les Lemmings, et nous voici en face du logo Psygnosis, vu que c'est difficile à lire, je vous le lis pour vous. Donc, et bizarrement, les Lemmings ne marchent pas comme il faut, parce que pas de musique. Ok, bon, ça déjà c'est bizarre. Deuxième problème, eh bien... ah oui, quand on ne met pas le masquage du dock, le dock apparaît en permanence comme ça, hyper moche, voilà, et qui reste par-dessus l'image en plus, qui est immonde, littéralement immonde. Donc voilà, bon, si vous connaissez pas les Lemmings, ça c'est les Lemmings, on va le fermer, parce que comme vous le voyez, ça fonctionne pas comme il faut. Donc, un autre truc qui est amusant, c'est que vous pouvez donc... Ah oui, un truc, c'est que dès que le mode classique s'est activé, il reste activé en arrière-plan en permanence. Alors ça, c'est un petit problème, parce que il gâchera environ 32 ou 60 MO, ça dépend ce qu'on a fait avec, de RAM en permanence en arrière-plan, ce qui est assez énervant. Étant donné que, voilà, quoi, on peut pas les récupérer, quoi. Ça va se mettre en swap, c'est-à-dire ça va se graver sur le disque dur petit à petit, mais ça va quand même faire un petit boulet sur le disque dur que vous pouvez pas fermer. Contrairement à Firefox, une fois que vous avez fermé la fenêtre principale, vous pouvez faire quitter et hop, ça le vire complètement, quoi. Ou n'importe quel programme, comme je vous l'ai dit, qui resterait en arrière-plan même si vous avez fermé toutes les fenêtres. Eh bien, comme je vous l'ai dit, tiens d'ailleurs ça veut pas le fermer, bon c'est pas grave. Ah oui, c'est parce que, oui d'accord, faut que je passe en avant-plan. Je sais pas pourquoi ça l'a pas fait automatiquement. Bon bref, où est-ce que j'en étais à propos de ça? Oui, donc les Lemmings ne marchent pas comme il faut. Malgré tout, ils devraient fonctionner comme il faut, avec le mode classique. Comme vous pouvez le voir, le mode classique est pas terrible. Et il a été enlevé à partir de 10.5, ce qui est assez bête, parce qu'il n'y a plus aucune rétrocompatibilité avec les vieux macOS. Ce qui est vraiment inférieur à ce que l'on peut avoir dans le monde de Windows, bien entendu, quand on connaît un petit peu ce monde-là. Donc, et bon, bien entendu, si on a un intérêt dans le rétro gaming, ce qui est mon cas, comme vous avez peut-être pu le remarquer au niveau du bureau. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de chercher d'ailleurs maintenant? Ah oui, là vous avez démarrage ici dans les préférences,
qui vous permet de sélectionner, de démarrer sur macOS 9.2.2 directement. Donc ça, c'est la vraie rétrocompatibilité complète, parce que ça fait un démarrage complet vers 9.2.2. Problème, c'est pas compatible avec beaucoup d'ordinateurs sous macOS 10. Il y a des G4 qui sont compatibles, il me semble. Les G3 sont compatibles. Et voilà, je crois que ça s'arrête à ça. Hein. Les G5, il me semble qu'il n'y en a plus aucun qui sont compatibles. La moitié des G4 sont plus compatibles non plus. Enfin, une partie des G4, en tout cas, peut-être pas une moitié. Et bien entendu, à partir des Intel, c'est plus du tout compatible du tout, parce qu'il n'y a pas de version de macOS 9.2.2 ou autre macOS 9 pour ces versions-là. Donc, il n'y a pas d'émulateur non plus intégré dans le système, donc plus du tout de compatibilité. Donc c'est une forme de dual boot, hein, ça redémarre complètement vers ce système extrêmement stable qu'est macOS 9. Alors un truc à savoir, c'est que macOS 9 est resté très longtemps plus stable que macOS 10, et macOS 10.2 est la première version à être plus ou moins à égalité avec macOS 9.2, donc bon, il a fallu un certain temps. Et aussi un autre truc à savoir à ce propos, c'est que au niveau de la rapidité, il a fallu attendre vraiment longtemps avant que macOS 10 le rattrape. Hein. Sincèrement, macOS 9 est extrêmement plus rapide, à part le temps de démarrage, à la limite, que macOS 10. Hein. Tout va beaucoup plus vite là-dessus. Alors, c'est pas forcément moins stable, sauf que les programmes ont tendance à faire planter tout le système d'exploitation quand ils plantent, même si c'est plus rare qu'un programme macOS 9 plante jusqu'à macOS 10.2. Donc, enfin, je veux dire, ça arrivait beaucoup plus rapidement, plus rarement. Comme vous avez vu, j'ai pu vous montrer un plantage en direct de QuickTime, qui est encore un programme qui est donné par défaut, bizarrement. Alors, macOS 9 est bourré de petits bruitages, comme vous pouvez peut-être l'entendre. assez étonnant, hein, le nombre de bruitages qu'il y a là-dedans. Une petite barre ici en dessous de je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça permet comme ça pour le Wi-Fi, ce genre de truc, paramétrer des trucs. Ça c'est un truc qui est apparu avec, il me semble, donc 9 avec macOS 9, parce que ça y était pas dans le 8. Alors macOS 9, si vous savez pas ce que c'est un truc qui a été fait dans la précipitation, quand Steve Jobs est revenu pour combler le manque avant que macOS 10 arrive en version stable. Et encore, arrive en version stable, c'était bien vite dit, étant donné qu'il a fallu attendre 10.2 pour que ça soit vraiment à peu près utilisable, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Au niveau de la rapidité, c'est sans commune mesure à côté de ce que pourrait fonctionner n'importe quel système d'exploitation sur cet ordinateur, sauf peut-être des versions assez légères de Linux. Alors vous avez toujours Internet Explorer 5 dedans, ce qui, vous allez voir d'ailleurs, est un système assez incroyable, parce que autant, comme je vous l'ai dit, hein, habituellement quand un programme plante sous macOS 9, ça fait planter tout le système s'il est mal foutu. Et Internet Explorer fait partie de ces programmes-là. S'il arrive à se connecter au site internet d'Apple d'ailleurs. En tout cas, comme vous pouvez très certainement le voir, il marche moins bien que la version d'Internet Explorer 5 qu'il y a à l'intérieur. Hop, et voilà, le bug dont je vous parlais, ça plante à tous les coups quand on va sur le nouveau site d'Apple. Le site actuel. Par contre, ça n'a pas fait planter le système cette fois-ci. On a eu un peu de bol, mais des fois ça fait carrément planter le système, quoi. Comme vous le voyez, l'interface est complètement différente au niveau des différents boutons. Ce bouton-là permet de plier toute l'application comme ça, ce qui est assez étonnant. Ce petit bouton-là permet d'agrandir la page. Ah oui, parce que ça c'est un truc dans macOS 10 comme dans macOS 9 que je trouve assez foireux, c'est de la façon que ça maximise, c'est-à-dire ça maximise pas à la taille de l'écran, ça maximise à la taille maximale de la fenêtre. Comme vous le voyez, voilà, ça c'est maximisé pour macOS 9 ou 10. Moi, personnellement, j'appelle pas ça maximiser, hein, j'appelle ça juste optimiser. J'aimerais bien qu'il y ait un troisième bouton
pour maximiser réellement, quoi. Parce que ça pose d'énormes problèmes, notamment avec les navigateurs web. Quand on maximise sur une page qui fait cette largeur-là, par exemple, eh bien ça va maximiser à cette largeur-là. Puis ensuite, on ouvre une autre page qui est un peu plus large, donc on doit recliquer à nouveau sur maximiser pour que ça maximise à la bonne page, à la bonne taille. Donc du coup, à chaque fois qu'on passe d'une page à l'autre, c'est super relou, je trouve. Alors, essayons Apple Work 6. Voyons si c'est la même version que celle qu'il y a dans macOS 10, donc. Hop. Donc comme vous le voyez, à cette époque-là, ils fournissaient encore macOS 9 complet, quoi, hein, en démarrage complet, etc. Ça montre un petit peu à quel point macOS 10 faisait pas l'unanimité du tout, hein, quoi. D'ailleurs, il y avait même encore des ordinateurs, à l'époque de 10.1, qui étaient fournis en boot par défaut sur macOS 9. Donc ça montre un petit peu le truc, quoi. Donc moi, un truc que je trouve drôle avec ce traitement de texte, c'est le fait qu'il ait une petite fenêtre flottante, comme ça, en plus de l'autre fenêtre, ce que je trouve extrêmement désagréable. Enfin bon, bref, c'était, disons, les designs de l'époque, hein. On va pas trop s'en plaindre. Ah oui, c'est vrai que pour fermer ça, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de spécial à dire là-dessus. C'est plus une présentation de l'ordinateur que du système d'exploitation. Si un jour je devais vous faire une présentation complète de... Ah bah tiens, ce serait une bonne idée dans les commentaires de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est peut-être parce qu'il croit que j'ai plus assez de batterie. Parce que j'ai l'impression que la jauge de batterie fonctionne bizarrement avec macOS 9 sur cet ordinateur. Enfin, même si là, bon... Et non, messieurs, dames, c'est un plantage dans les règles que nous venons de voir. C'est la première fois que ça me fait ça alors que je faisais pas grand-chose. Je suppose que c'est les méfaits d'Internet Explorer qu'on finit par faire leur effet. Parce qu'en fait, le problème, vous voyez, c'est que quand un programme plante sur macOS 9, il corrompt la mémoire système, c'est-à-dire en gros la mémoire du système d'exploitation lui-même. Donc il peut corrompre des fonctionnements dans le système d'exploitation. Ça peut se révéler immédiatement comme un petit peu plus tard. Donc en gros, faut prier pour que jamais rien ne plante sur ce genre de système d'exploitation. Du coup, si jamais rien n'a planté, on est sûr que c'est stable. Mais dès que quelque chose a planté, vaut mieux redémarrer immédiatement plutôt que de faire comme je viens de le faire et jouer les braves. Donc là, on est obligé d'éteindre en appuyant longtemps sur le bouton Power et de rallumer à nouveau. Alors, pour démarrer sur macOS 9 par défaut sans avoir à passer par macOS 10, c'est simple. C'est justement ce qu'il fait dès que vous avez fait ce que je vous ai fait la manip dans démarrage. Eh bien, ça démarrera maintenant, dorénavant, tout le temps sur macOS 9 à chaque démarrage. Hein. C'est pas un dual boot à partir de macOS 10 pour passer sur macOS 9. Non. Ça, comme vous le voyez, avec ce petit Mac qui nous fait un sourire, mais qui doit être flou malheureusement pour vous, eh bien, du coup, ça démarre automatiquement sur macOS 9. Dorénavant, il faut maintenant aller dans les préférences de macOS 9 pour pouvoir remettre par défaut en macOS 10, si vous avez envie que ça démarre maintenant par défaut sur macOS 10. Alors quand ça plante, ça nous fait une vérification du système qui dure 3 plombes. Heureusement, on peut l'annuler. Un truc amusant à voir, c'est qu'à chaque fois que ça démarre, ça ouvre toutes les fenêtres du Finder qui étaient ouvertes au moment où on l'a éteint. Ce qui est assez amusant à remarquer et ce qui fout un sacré bordel sur le bureau. Donc du coup, on est obligé de tout refermer. Ah oui, un truc que vous avez peut-être remarqué, quand vous ouvrez un dossier, au lieu de l'ouvrir dans la même fenêtre, ça l'ouvre dans une fenêtre supplémentaire. Il me semble qu'il y a moyen de faire en sorte d'activer la navigation mono-fenêtre quelque part. Je sais plus du tout comment ça fonctionne. Alors fallait installer un truc, je sais plus du tout comment ça fonctionne exactement, enfin c'est pas grave. Ou alors c'était dans les préférences du système, je sais plus du tout. Donc, ce qui est amusant à voir, c'est que toutes les fonctionnalités de macOS 10.2, jusqu'à 10.2 en tout cas, sont répliquées à l'identique quasiment dans macOS 9, quoi. Donc du coup, on pouvait choisir ce que l'on préférait de l'un ou de l'autre. Et sincèrement, beaucoup de gens partaient sur macOS 9. Déjà pour la rétrocompatibilité, pas besoin de racheter ces programmes qu'on avait déjà à l'époque. Plein de programmes ne fonctionnaient que sous macOS 9 et quand elles fonctionnaient avec le mode rétrocompatibilité de macOS 10, fonctionnaient comme des patates, comme vous avez pu le voir avec les Lemmings. D'ailleurs, c'est le truc que l'on va réouvrir maintenant. Je sais pas du tout où est-ce que ça se situe le bureau de macOS 10 là-dedans. Je crois que ça se situe là-dedans. Voilà, nous y sommes.
Alors oui, si vous vous demandez pourquoi les dossiers sont arrangés en bordel en permanence, que ce soit dans macOS 10 ou macOS 9, eh bien c'est normal, c'est parce que en fin de compte, les dossiers sont paramétrés, l'arrangement des icônes dans les dossiers sont paramétrés par le développeur de l'application. Donc ça c'est assez amusant et on peut les déplacer et à chaque fois ça se remémore l'endroit où tout était positionné, ce qui est assez perturbant et assez chiant, sincèrement je trouve, regardez comme bordel que ça fout. Et bon, alors certains peuvent aimer, moi j'aime pas du tout sincèrement parce que c'est vraiment inergonomique, enfin inesthétique je veux dire, et en plus de ça il n'y a pas de bouton pour pouvoir faire un agencement automatique, vous savez vous ne pouvez pas cliquer sur quelque chose, genre agencer sur la grille automatiquement, ou ce genre de choses, on est obligé de tout déplacer manuellement, je trouve ça très chiant. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut que je remette en mode 256 couleurs. Oh, quel bordel. Ah, je cherchais pour écran, mais en fait c'était moniteur, voilà. 256 couleurs. Je crois que nous y sommes. Ce qui est bien, c'est qu'avec macOS 9, ça n'est pas si perturbant que ça de passer en 256 couleurs. Parce que le bureau est vraiment fait pour. Donc, pof. Ah oui, un truc aussi qui est amusant, c'est que macOS 9, on peut mettre des thèmes, on peut faire des trucs, on peut énormément le personnaliser. macOS 10, ça aussi, c'est un gros truc qui a fait une énorme déception à l'époque. C'est que c'était pas du tout personnalisable. Et toujours pas de musique pour Lemmings sur la version Mac, même avec macOS 9. Bon, c'est peut-être un problème avec ce hardware, il faut une carte son sûrement plus ancienne que ce qu'il y a à l'intérieur d'un Mac G3 pour pouvoir avoir le son là-dessus. C'est qui me paraît étonnant, mais paraît probable. Donc bah tant pis pour Lemmings. On va remettre en millions de couleurs, c'est pas mal, voilà. Et donc voilà pour la présentation hardware et logiciel de cette machine-là. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas forcément glorieux, hein. C'était vraiment une époque où... bon, c'était pas la pire époque d'Apple, hein, mais c'était une époque où ils essayaient de se retrouver, parce qu'il faut savoir ils avaient traversé un grand désert à cette époque-là, mais aussi un truc à savoir, c'est que quand, vers 99, quand ils ont commencé à revenir plus ou moins en force, eh bien macOS 9 était quand même bien mieux que macOS X. Malgré tout, macOS 9, c'était une calamité à côté de ce que Windows, ne serait-ce que Windows 98, permettait proposait à cette époque-là. L'ergonomie était atroce, notamment au niveau des pilotes. Paramétrer la carte Wi-Fi dans macOS 9 était une horreur. Il m'a fallu plus d'1 heure avant de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et bon, sinon, une fois qu'on a compris, après ça fonctionne très bien. C'est stable, comme je vous l'ai dit, sauf que bon, faut pas trop en demander avec Internet Explorer, ni avec des vieux programmes qui sont pas faits pour ce que l'on a envie de faire avec. Et sinon, sincèrement, c'est vraiment pas mal, hein, macOS 9. Mais macOS 10.2, c'est pas terrible, et cet ordinateur va tout de suite passer à macOS 10.4, qui est quand même une version beaucoup mieux. À partir de 10.4, on peut vraiment dire que macOS 10 commençait enfin à prendre forme, et commençait à être un système d'exploitation qui commençait à avoir vraiment des arguments pour contrer et concurrencer surtout ce qu'il y avait au niveau de la concurrence. Parce que sincèrement, voilà quoi, c'était pas ça quoi. D'un côté, on avait macOS 9 qui était extrêmement vieux, peut-être bien testé, mais extrêmement rustique, quoi, on peut dire, pour un système d'exploitation à l'époque où macOS, en gros, était sorti avant Windows 95, c'était vraiment génial. Avant Windows 98, c'était beaucoup plus stable. À partir de Windows 98, bah voilà, c'était un petit peu plus ou moins à égalité. Mais sur la fin de Windows 98 et à l'époque Windows 2000, je parle pas de Windows Millennium, hein, je parle de Windows 2000. Et surtout quand Windows XP est sorti, macOS 9 n'avait absolument rien pour lui. Et macOS 10 était extrêmement instable, extrêmement chétif, extrêmement lourd. C'était un truc lourdissime quoi pour les ordinateurs de l'époque. Et bon, à part le fait que c'était un petit peu joli, etc., patati patata, c'était extrêmement limité, et même encore aujourd'hui, ça contient pas mal de limitations, notamment au niveau de la personnalisation. C'est un système d'exploitation où il faut prendre ce que l'on a et
faire avec, quoi, tout simplement. Un peu comme la souris monobouton, fallait faire avec, là, avec. Donc voilà, et attendre que Apple se rende compte de leurs erreurs pour qu'ils les corrigent eux-mêmes, plutôt que de pouvoir les corriger nous-mêmes avec en téléchargeant des programmes par-ci par-là. Ça c'est un petit peu dommage, même encore aujourd'hui il y a cette propension à avoir ce genre de problème. Mais quand même, en général, c'est beaucoup mieux. Depuis 2009, en tout cas, c'est vraiment beaucoup mieux. À cette époque-là, c'était vraiment, vraiment affreux. Surtout l'obligation de devoir changer de Mac tous les 3 ans à peu près pour rester plus ou moins dans le rythme. C'était vraiment calamiteux, quoi. Quand on sait qu'un ordinateur de la même époque est capable de fonctionner encore sous les versions actuelles de Windows, surtout quand on compare avec, comme je le disais, les G4 par exemple. Là, on a vraiment, vraiment du mal à comprendre comment c'est justifiable d'avoir des ordinateurs qui périmaient plus ou moins aussi rapidement. Malgré que le hardware était complètement capable de faire beaucoup mieux, et aussi qu'il était encore en bon état, quoi. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, cet ordinateur est encore capable de fonctionner sans aucun problème aujourd'hui, quoi. C'est vraiment... Enfin voilà, quoi. Enfin voilà, quoi. Il fonctionne encore parfaitement bien. La qualité de fabrication n'est pas digne non plus d'un IBM ThinkPad ou d'un Lenovo ThinkPad, mais est quand même au niveau des bons ordinateurs sous Windows qu'il pouvait y avoir à la même époque, quoi. Vraiment des très bons même. Donc bon... Voilà. Bon, je crois que j'ai plus rien de spécial à dire dans cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à me demander des vidéos sur d'autres trucs par-ci par-là, sur des détails que j'aurais oubliés dans cette vidéo, notamment au niveau du système d'exploitation, parce que ça m'aidera à faire une vidéo qui se concentrera plutôt sur macOS 9, ainsi que sur macOS plutôt 10.4, hein, pas 10.2, parce que comme je vous l'ai dit, hein, 10.2, ainsi que les versions précédentes de macOS 10, ne sont pas vraiment des versions intéressantes à présenter, étant donné que ce sont des versions, comme je vous l'ai dit, très décevantes de système d'exploitation. Donc voilà, allez, salut à tous, et à la prochaine! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, et je vais vous mettre ça en petit bonus de vidéo, c'est comment on fait pour revenir à macOS 10 à partir de là. Eh bien c'est pareil, hein, vous allez dans tableau de bord, ici, pomme tableau de bord, on va dire, et vous cliquez sur démarrage, comme on avait été sur démarrage dans les paramètres de macOS 10, donc, et donc... On clique sur macOS 10 ici, il me semble que c'est ça, oui c'est bien le bon. Ensuite vous cliquez sur redémarrage, et hop, vous êtes reparti pour macOS 10 comme système d'exploitation par défaut. Vous attendez que ça redémarre, et c'est parti. Donc voilà, c'est tout.